Il aura des travaux quand même. Et je ne sais pas le temps. À voir. Bien, mes chers collègues, on va commencer la séance. Merci à tous pour votre présence. Et comme de coutume, je vais commencer par remercier le maire de Miramont, la municipalité de Miramont, de nous accueillir dans cette magnifique salle, cette grande salle qui nous sert bien depuis le début de la crise sanitaire. J'espère qu'on pourra bientôt à nouveau tourner sur nos différentes communes et pour les nouveaux communautaires découvrir peut-être certaines communes, certaines salles des fêtes que vous ne connaissez pas encore. Je souhaite la bienvenue au public, même s'il n'est pas nombreux, mais surtout au public que nous avons donc sur le live Facebook, à ceux qui nous suivent sur Facebook. Et je remercie également la présence de la presse pour couvrir nos échanges. Quelques personnes, quelques élus communautaires à excuser, donc Jean-Pierre Barjou, Guy Jacuzo, Jean-Luc Gardot et Christophe Vernier qui ne pourront pas être présents ce soir. Certains d'entre vous doivent aussi quitter la séance en cours de réunion. Et donc des pouvoirs, je sais que Jean-Marie a laissé un pouvoir, à moi-même d'ailleurs, pour plus tard, pour son départ. Marie devra nous quitter à 20h, mais après je ne sais pas s'il y en a d'autres qui devront nous quitter en cours de séance. Néanmoins, merci à tous d'être présents ce soir. Je commence par l'examen et le vote du procès-verbal et du compte-rendu de notre dernière réunion, le conseil communautaire du 28 avril, oui. Il y avait simplement une demande de modification de Guillaume Pouliquin pour ajouter qu'il avait demandé un vote à bulletin secret sur la délibération sur l'emplacement de l'espace France Service. Ça a été rajouté au compte-rendu de la réunion, bien légitimement. Est-ce qu'il y avait d'autres demandes de modification de ce compte-rendu? Pas d'autres demandes de modification. Donc je passe aux voix. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Et sans plus tarder, on passe donc aux premières délibérations de ce conseil, à commencer par le sport. Jean-Marie Lenzi, Jean-Marie Farbos, on y arrive entre les Jean-Marie. Jean-Marie, je te laisse la main. Merci Emilien. Donc au niveau du sport, il y a plusieurs délibérations à prendre, dont notamment les conditions et modalités de mise à disposition des installations sportives de nos complexes, stade Marcel Ménéché, Jean Carretier, Père Perrier. Donc on vous propose de reprendre ce qui se faisait auparavant, c'est-à-dire 7 € de l'heure. Bon, en gros, c'est une mise à disposition pour à peu près 80, 90, 100 heures à l'année. Voilà, donc on propose de reconduire ce qui était fait auparavant, en rajoutant évidemment les nouveaux complexes sportifs qui sont en notre possession. Bien. Est-ce qu'il y a des questions ou des remarques sur ce sujet? Pas d'intervention, donc je passe aux voix. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Je te laisse poursuivre. Nous, investissements, donc on avait évoqué aussi lors des précédents conseils communautaires l'arrosage du terrain d'honneur rugby Jean Carretier, donc, qui était irrigué jusqu'à maintenant avec un enrouleur qui a rendu l'âme. Donc nous vous proposons de faire ce qu'on a fait l'an dernier sur le stade Ménéché, c'est-à-dire un arrosage intégré. Donc vous avez sous les yeux un devis qui a été fait par la société Delta Sud. Donc ce devis intègre l'arrosage complet du terrain d'honneur rugby. Donc c'est un devis qui est de 25 000 €, 20 000 € hors taxe.
Donc l'achat, si on ne fait pas ça, après évidemment il y a l'achat de notre enrouleur. Un enrouleur, il faut compter un enrouleur équivalent entre 12 et 13 000 euros. Donc on vous propose de passer sur un enrouleur intégré. Quand on voit le rendu qui est sur le stade Ménochet, je pense qu'il n'y a pas de souci avec ce type d'arrosage. Donc il avait été évoqué la semaine dernière, il y a 15 jours, la réunion des maires, par Bernard Navarro, un problème sur leur terrain, mais c'était un problème lié plutôt à l'affaissement du terrain qui faisait ressortir les arroseurs. Donc chose qui ne s'est pas produite du tout, nous, sur le saut du Loup. Donc voilà, donc je passe la parole pour si vous êtes d'accord sur le fait qu'on puisse faire un arrosage intégré sur le terrain de rugby Jean Carottier. Voilà, est-ce que vous avez des questions, des interventions sur ce sujet qui a été vu en commission, Oui. Jean-Marie, qui a été vu en bureau également. Daniel. Oui, alors moi j'ai une question à te poser, Jean-Marie, parce que j'ai essayé de regarder attentivement les différents devis. Il y a 3 devis en fait. Il y a deux devis. Enfin, j'ai Delfo, Delta Sud et Hydralian, c'est ça? Et Garonne. Iri-Garonne, voilà. Ça. Donc il y en a un qui est... À 25 000 euros qui est Delta Sud. Je parle en hors taxe, moi. Oh, 20 500 hors taxe Delta Sud. Iri-Garonne 14 179 et Delfo 9 974. Ouais, donc il faut que tu rajoutes à Garonne l'installation et tout. Garonne est à 26 000 euros hors taxe. Ah d'accord. Et ces éléments-là, c'est toi qui les fais. Pardon? Ces éléments-là, l'installation, le coût de l'installation pour Iri-Garonne et Delfo, on l'a où? Mais tu as 14 000. Et c'est pareil, Iri-Garonne et Delfo, c'est pareil. D'accord. C'est Delfo qui installe pour Iri-Garonne. Il faut les ajouter aux 14 000 euros. Tu ajoutes 14 000 plus. Comment c'est Delfo? Ah, il fallait. D'accord. Alors, Ouais, voilà. alors là, j'ai compris, mais ce qui serait bien à l'avenir, tu vois, c'est d'avoir un petit tableau comparatif pour. Parce que, tu vois, ok. On le fera à l'avenir. D'accord, merci. Tu as tout à fait raison, Daniel. Effectivement, c'était pas clair. Il y avait plusieurs budgets, plusieurs devis qui. Il y a plusieurs intervenants sur plusieurs. Ouais. D'accord. Mais ça fera partie des choses qu'on améliorera. Vous voyez, dans les rapports de présentation des délibérations, on est encore sur une phase expérimentale et on essaiera de vous faire des choses plus claires à l'avenir. Merci, Daniel. Voilà, et là, on voit qu'effectivement, Iri-Garonne est autour de 25 000 euros hors taxe. Voilà. J'ai compris. Merci. Voilà. Merci, Daniel. D'autres questions sur ce sujet? Pas d'autres interventions? Germain. Oui, c'est très bien tout ça. L'alimentation en eau, il n'y a pas de problème? Non. Ok. Alors, bon, écoute, après, c'est à eux, ils ont vu, donc a priori, il n'y a pas de souci pour eux. Ok. Donc après, ils assumeront si. Du moment que ça. Tu peux peut-être en parler, Claude, tu étais quand ils sont venus. Donc a priori, il n'y a pas de souci alimentation en eau. Claude va t'expliquer. L'eau, elle est prise où? Dans un puits. Oui, alors le terrain de rugby il est arrosé de deux façons. C'est-à-dire qu'il y a un puits pour alimenter je vous explique un petit peu le schéma. Vous avez un puits qui alimente une réserve d'eau. Et le pompage se fait dans cette réserve d'eau pour arroser après le terrain. Cette réserve d'eau est alimentée donc par le puits, plus par le drainage, puisque le terrain de rugby a été drainé. Et quand il y a un arrosage important ou quand il pleut beaucoup, on récupère l'eau de pluie ou l'eau d'arrosage qui revient dans la cuve pour être réutilisée pour l'arrosage. Donc voilà. Ça te convient comme explication? Merci, Claude. Merci. Emilien. Merci pour ces précisions. Notez que c'est un investissement qui n'était pas prévu au budget et qui devra faire l'objet, comme d'autres petites dépenses, d'une décision modificative dont on parlera en fin de séance. D'autres interventions? Pas d'autres interventions sur cette opération, donc je passe aux voix. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Jean-Marie. Merci Emilien, merci à vous. Donc ensuite, nouveau investissement, achat de 2 abris de touche au stade à Sauvetat, donc des abris pour les joueurs. Donc 2 abris de 3 mètres pour un montant de 3 540 €. Les abris de touche étaient donc, de l'époque de la création du stade, donc 20 ans. Ils étaient cassés, donc il faut qu'on change ces 2 abris. Donc on vous demande si vous êtes d'accord pour cet investissement. Emilien, je te passe. Des questions?
les remarques sur ce sujet? Ouais. On avait déjà changé ceux de Ménochet, c'est la même. C'est toujours à ce niveau de prix. On a préféré prendre à 3500 des 3 mètres qu'à 3200 des 2 mètres. Prenez-le, Bernard, prends un micro pour qu'on t'entende, parce que déjà il faut qu'on s'entende ici, mais il faut qu'on entende aussi sur le live. Oui, il faut savoir aussi que les anciens abris qu'on a ne sont pratiquement plus réglementaires vu qu'on a augmenté au niveau des remplaçants. Donc, il n'y a pas assez de place pour les... On est maintenant passé à 5 remplaçants. Donc, il faut la place des 5 remplaçants sur le banc de touche. Donc, on a pris des abris de 3 mètres. Voilà. Merci Bernard pour la précision de l'ancien président. D'autres questions sur cette délibération? D'autres interventions? Pas d'autres interventions, je passe aux voix. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Jean-Marie. Après, autre achat à faire, donc c'est sur notre complexe Ménochet, donc terrain pas principal mais terrain annexe qu'on a refait aussi. Donc on a déposé l'an dernier des filets côté lac, donc pour pas que les ballons aillent dans le lac. Et là on propose l'équivalent en face, côté route. Il y a pas mal de ballons qui partent sur la route, donc c'est d'équiper ce terrain finalement de protection côté gauche, côté lac, et côté droit, côté route. Voilà le devis, donc je vous l'ai mis sous les yeux, il est de 2176 € hors taxe. Sport France, vous l'avez là. Pardon, excusez-moi, derrière il y a 2612,22. En TTC. TTC, excusez-moi. Des questions? C'est l'équivalent de ce qui a été posé l'an dernier, donc c'est pour finir le terrain comme il faut et qu'il y ait des protections partout pour pas qu'il y ait de problématiques avec les ballons d'un côté comme de l'autre. Des questions sur ce sujet? Des interventions? Pas d'intervention, je passe aux voix. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Donc ces trois opérations feront l'objet d'une décision budgétaire modificative puisqu'elles n'étaient pas inscrites au budget. On passe au fonds de concours équipement sportif, Jean-Marie. Donc fonds de concours équipement sportif reconnu bien évidemment d'intérêt communautaire. Donc son d'intérêt communautaire d'équipement sportif, je peux rappeler ce qu'on pourrait mettre dans ce qu'on mettrait dans les équipements sportifs d'intérêt communautaire, donc salle des sports de Lausanne, de Miramont, salle de l'âge, le dojo de Miramont, la Sauvetat, salle des sports, d'intérêt communautaire, les stades de foot qui ne sont pas communautaires à la Sauvetat, le stade de foot à Saint-Colombe qui n'est pas communautaire aussi, à Le Mans, le tennis de Miramont, le tennis de Lausanne. Bon, tout ça, ce sont des complexes sportifs où il y a la pratique de sport et où il y a des licenciés. Et ensuite, c'est tout. Donc, et un projet aussi, Guillaume, tu nous en as parlé il y a 15 jours, d'une grande salle de tir à l'arc sur Agnac, qui serait aussi d'intérêt communautaire. Donc je pense que ça pourrait rentrer dans ces équipements sportifs. Voilà pour ce qui est de ces équipements auxquels on pourrait nous apporter des fonds de concours à la communauté. Bon, ce qu'on propose, c'est des fonds de concours plafonnés à 10 000 € et à hauteur de 20%, plafonné maxi à 10 000 € et 20% du maxi restant à charge de la commune qui a ses complexes sportifs. Voilà, donc la liste, je vous l'ai énumérée. Est-ce que vous avez des questions par rapport à cette liste de complexes dits d'intérêt communautaire? Alors, notez juste au passage que donc, la piscine de Miramont n'est pas inscrite dans cette liste. C'est ça, parce que donc on participe au financement du fonctionnement cette année et qu'il y a une discussion, une étude sur la prise de compétences de la communauté sur cet équipement. Donc elle n'a pas été inscrite dans cette liste d'équipements d'intérêt communautaire. Comme l'a dit Jean-Marie, de futurs équipements communaux comme la salle d'Agnac pourraient ensuite rejoindre cette liste d'équipements d'intérêt communautaire. Voilà ce que j'avais à vous dire.
Et puis notez également que la commission finance et la commission sport vont travailler sur les critères précis après d'attribution de ce fonds de concours. Luc. Oui, merci. Moi j'avais une première question justement, puisque je découvre une liste là-dessus, et je voulais savoir s'il y a eu un travail de fait sur des critères qui permet justement de définir quel autre équipement peut-être d'intérêt communautaire en dehors du ressenti qu'on peut tous avoir comme ça sur notre territoire. Ça c'était ma première question là-dessus. Je pense qu'Emilien t'en a parlé, donc on va évoquer ça en commission sport le 14 juin. Donc, Il y a une discussion qu'il y a eu en bureau communautaire sur les équipements qui seraient susceptibles de rentrer dans cette liste. Il n'y a pas de critères précis qui ont été définis, si ce n'est le fait qu'on a un club, on va dire, qui utilise l'équipement et qui a un rayonnement plus large que la seule commune, en fait. C'est le cas des clubs de foot, c'est le cas des stades de foot, c'est le cas des terrains de tennis, c'est le cas des salles de sport. Donc voilà, on n'a pas identifié d'autres équipements qui pourraient être considérés d'intérêt communautaire. Néanmoins, cette liste reste ouverte et pourra évoluer dans le temps. Voilà. Sachant qu'on est sur le sport, quoi. Oui, c'était quoi le fond de ta question? C'était savoir justement quels étaient les critères pour définir justement qu'est-ce qui pourrait entrer dans l'intérêt communautaire à ce niveau-là. Mais là, tous les complexes dont je t'ai parlé, que ce soit foot, ça et tout, on estime que c'est vraiment des complexes d'intérêt communautaire où il y a des licenciés de toute la communauté qui pratiquent dessus. Donc, comme tout un chacun, ça je le comprends, et il y a des choses qui paraissent assez évidentes. Mais c'est justement, c'est le fameux on estime finalement qu'il faut. C'est la question, est-ce que c'était normé par quelques critères moins subjectifs? Ça n'a pas été. La liste n'a pas été établie effectivement par des critères, avec des critères précis. Néanmoins, ça pourra être le cas dans l'avenir. Et on laissera, je pense, la commission sport travailler sur ce sujet. Et du coup, pour faire écho avec mon deuxième question là-dessus, puisque c'est lié au fond de concours, ce qui pense est une belle initiative en soi là-dessus, c'est de se dire finalement, ça sous-entend forcément une propriété communale. Alors, je ne pense pas que sur le territoire, il y ait beaucoup de clubs concernés, enfin, d'associations sportives là-dessus, mais admettons qu'une association sportive soit propriétaire, par exemple, de son équipement. Mais dans ces critères-là, pourrait tout à fait être jugé, pour le rayonnement, le nombre de licenciés et autres, un intérêt communautaire là-dessus. D'où la matrice des critères. Ouais, ça fera partie de la réflexion qu'on aura plus tard. Aujourd'hui, c'est des équipements qui appartiennent aux communes. Donc c'est pas aux associations, on est resté sur ça. D'où la question aussi de définir finalement peut-être des critères qui pourraient faire bouger les lignes dans le temps. Je sais pas si on peut. Oui, c'est pas effectivement un cas de figure qui existe actuellement. Néanmoins, je sais qu'il y a des discussions sur certains équipements. Ça, c'est une question qu'on verra le cas échéant, si des clubs deviennent propriétaires de leurs équipements. Mais après, il faudra évidemment, je vois Claudine qui me fait les gros yeux à côté, définir vraiment les règles, les conditions juridiques d'un financement sur des équipements qui deviennent privés. Après, il reste toujours le principe de la subvention classique qui est attribuée aux associations sportives. La subvention rentre plus dans le cadre à l'assaut, puisque les subventions qu'on verse, c'est à l'investissement. Donc ça... Et donc pour conclure, pour ne pas mobiliser la parole, mon autre interrogation là-dessus, puisqu'on est sur 20% de financement maximum avec un plafond de 10 000 euros. Ça, je peux tout à fait le comprendre. Ce qui me dérange un petit peu plus peut-être, c'est la base qui porte que sur de l'autofinancement communal. C'est-à-dire que j'ai l'impression que ça peut être un frein à la recherche de partenaires financiers là-dessus. C'est-à-dire que si entre la DETR, autres sponsors, fédérations, départements ou autres, mettent main à la poche, comme on dit, pour financer le projet, ça veut dire que ça réduit d'autant la part de la communauté de communes. Donc ça peut être aussi un frein à la recherche de partenariats de financement, en se disant que ce qu'on peut gagner d'un côté, on le reperdrait sur la part de subvention de la communauté de communes. Et ça peut aussi être un frein. Ouais. Je m'interroge sur l'intérêt. Autant mettre un plafond de 20%, enfin que ce soit un principe de 20%, ça me paraît
Voilà, après on peut toujours discuter du chiffre, mais ça me paraît être une norme à peu près intéressante, qui a un plafond pour maîtriser les coûts de finance également, mais sur l'assiette, je trouve que c'est peut-être un frein. Moi, c'est la seule chose qui me dérange à titre personnel, que ce soit que sur la partie autofinancement communal. Je préférerais que ce soit sur le projet, à mon sens. C'est mon avis. Merci. Merci. 20% de l'autofinancement, c'est déjà pas mal, il me semble. Mais bon, vous avez peut-être des avis là-dessus. Exprimez-vous là-dessus. Hein. Non, mais c'est juste comptable. Pour être au plafond, il faut que la commune, mathématiquement, dépense 50 000 euros. Ce que veut dire Luc, c'est qu'on pourrait mettre juste le plafond de 20% du projet maximum, et après limiter à 10 000 euros, mais pas forcément sur la base communale, parce que c'est vrai qu'il faut que la commune dépense 50 000 pour que la communauté donne 10 000. Et quelque part, ce que voulait dire Luc, je pense, c'est que si la commune peut aller chercher d'autres financements, elles vont venir en déduction de la partie communautaire, puisque si la commune ne donne pas 50 000 euros, mathématiquement, le don de la communauté sera moindre. Donc il vaudrait mieux fixer 20% du financement global et 10% et plafonner à 10 000. Voilà ce que c'est mathématique finalement. C'est pas être sûr d'avoir 10 000, mais c'est pas obliger la commune à être obligé de donner 50 000 pour pouvoir recevoir que 10 000. C'est ça que c'est ça que je pense que Luc voulait dire. Et ça se comprend, tout à fait. Après, proportionnellement, ça n'incite pas les communes à renoncer à des financements complémentaires. Je veux dire, ça ne va pas réduire. Certes, ça réduit la part communautaire, mais globalement, la commune est gagnante puisqu'il y a les financements extérieurs plus les financements communautaires. Néanmoins, je comprends l'idée de proposer 20% du montant global. Et évidemment, ça simplifie les calculs et ça permet d'avoir des taux d'intervention plus élevés. Quel est votre avis là-dessus? Daniel, je te sens l'envie de parler. C'était une question supplémentaire. Là, on va décider d'un principe et d'un plafond. Est-ce que ça veut dire qu'on votera tout de même au cas par cas lorsque le projet arrivera dans le cadre de ce plafond, mais le plafond sera maximum ou moindre? On votera au cas par cas, mais on appliquera le régime qu'on aura mis en place quand même. Voilà. Daniel. Moi c'est simple, je suis d'avis que ça soit discuté en commission de finances. J'ai entendu les propos. Voilà. C'est mon point de vue. Bon, okay. D'autres interventions sur ce sujet? Oui, on peut. Juste, je rappelle que que la formule n'empêche pas de plafonner à 10 000, donc peu importe. Parce que la commission de finances, elle veut avoir une ligne à inscrire dans le budget. Donc là, on sait que si on fait deux projets par an, on met une ligne de 20 000 euros, point. C'est juste permettre à la commune de... Parce que sinon, si on n'a que 25 000 euros de reste à charge, entre guillemets, ben, automatiquement, l'aide de la communauté, elle est qu'à 5 000. C'est juste faire sauter ce petit verrou qui... voilà. Je crois que tout le monde a compris. On en parlera en réunion finance le 7, on a une réunion, mais moi je trouve 20% de l'autofinancement, pour moi c'est correct. Après, il ne faut pas dépasser quand même un pourcentage de subvention quand on fait un projet. 20% du projet total, est-ce que ça va justement pas freiner pour aller chercher les autres subventions? Je ne sais pas. Après, il y a aussi le problème financier, c'est pour ça qu'on va en parler en finance. Là, c'est bon, plafonné à 10 000 euros. Si vous avez... ça peut être saucissonné, comme on dit, il peut y avoir plusieurs projets. Dans une année, on ne pourra peut-être pas avoir 10 projets. Voilà, les travaux peuvent être saucissonnés, comme on dit, hein, en tranches. Donc après, il y a plusieurs solutions. Moi, je me base un peu sur quand il y a eu le pont roman, là c'était 50%, mais de l'autofinancement des communes, c'était pas parti sur la totalité des travaux. Et on arrivait souvent au plafond. Voilà. Écoutez,
Moi, je suis pas opposé à l'idée de mettre une intervention à 20% du montant global. Je pense que l'argument des 80% de subvention, on sait que c'est rare, c'est quelque chose qui est quand même pas souvent atteint. Donc, effectivement, je pense que c'est un sujet qui peut revenir en commission finance et qui permettrait, je pense, de clarifier la décision, si vous êtes d'accord. Annie, prends un micro, s'il te plaît. Prends un micro, s'il te plaît, Annie. Il faut vérifier aussi les règles des fonds de concours qui sont encadrés par le CGCT. Donc, moi, je pense dès demain interroger le percepteur pour nous refaire un point sur ces règles. Merci, c'est bien effectivement qu'on cadre juridiquement ce type de régime. Bien, donc, retrait de cette délibération, on la remettra à l'ordre du jour du prochain conseil. Merci à tous pour vos interventions. Quelques informations sur le sport, Jean-Marie. Ouais, pour finir, commande de grouper des défibrillateurs, vous allez tous surmonter vos besoins à Nicolas. C'est fait. Bon, parfait. Et donc après, vous en avez parlé, études de prise de compétences, ça c'est sur les prochaines semaines qui viennent de la piscine soit mis en route. Merci à vous de votre attention. Merci Jean-Marie. Donc je passe au point suivant qui sont les délibérations relatives au SCOT. Donc on excuse Jean-Luc Gardot qui ne peut pas être présent ce soir. Nous devons valider le rapport d'activité 2020 du SCOT, du syndicat du SCOT. Je suis sûr que vous l'avez tous lu avec attention. Est-ce que vous avez des questions ou des interventions sur ce rapport d'activité? Pas d'intervention. Vous avez voté aussi en conseil municipal, normalement. Pas d'intervention? Très bien. Donc, qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Le point suivant, c'est la participation financière au SCOT pour 2021, calculée sur la base de 1,35 € par habitant, ce qui fait pour la communauté de communes du Pays Lausanne au titre de l'année 2021, 14 454,45 € qui sont inscrits au budget et qui est le même montant par habitant que l'année 2020. Voilà, il n'y a pas eu d'évolution de ce montant de participation. Des questions, des remarques sur ce sujet? Jean-Marie? Oui, c'est pas sur ce sujet, juste celui d'avant, sur le SCOT et le bilan. Je vais devoir partir pour assister au comité syndical du Lot-et-Garonne numérique. Et je voulais juste dire que il faut avoir à l'esprit que le SCOT, d'une part, qui est en cours d'élaboration pour nous, et d'autre part, ce que vous entendrez parler pour encore les prochaines semaines, le contrat de relance et de transition écologique pour notre pays, vont converger sur certains principes qu'il faut bien avoir à l'esprit, qui vont être en particulier celui de réduire le rythme de consommation des terres agricoles ou de l'artificialisation des terres naturelles. Voilà, ayons ça à l'esprit. Il y a une politique un peu restrictive générale qui va se retrouver fatalement dans le SCOT aussi. Ça, oui, je crois que c'est un sujet qu'on commence à connaître, oui, le fait de réduire les surfaces urbanisées. Merci Jean-Marie. D'autres interventions sur ce sujet? Donc, sur le montant de la participation financière au SCOT 2021. Pas d'autres interventions. Donc, je passe aux voix. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Dernière délibération concernant le SCOT. Simplement un échange de postes de... Pardon, une abstention? Prends un micro, s'il te plaît, Jacques. Oui, disons que pour moi, le SCOT, c'est se tirer une balle dans le pied. Enfin, disons que nous, on a une carte communale. Et finalement, dans 2 ans, on va être obligé de se mettre en concordance avec le SCOT. Et finalement, enfin, je dis, c'est se tirer une balle dans le pied. Donc, moi, j'étais contre le SCOT. Quand je vois en plus que Montignac veut rester un RNU, je ne comprends pas tout. Donc, voilà. Je m'abstiens. D'accord. Merci Jacques pour ton explication. Effectivement, on n'a pas
forcément le choix. On est obligé d'être couvert par un SCOT. Donc, ça fait partie des choses sur lesquelles on ne peut pas trop tergiverser. Merci en tout cas pour ton explication de vote. Dernier point donc, un échange de postes de délégués titulaires et suppléants pour la commune de Lauzun. Simplement Stéphane Marboutin deviendrait délégué titulaire et Habib Anana délégué suppléant. Des questions sur ce sujet? Pas de questions. Donc je passe aux voix. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Point suivant, au 47, là aussi une modification de délégué pour la commune de Moustier. Donc Serge Costella deviendrait délégué titulaire et Jean-Claude Blouet, délégué suppléant. C'est bien ça, Claudine? Pas d'intervention sur ce sujet. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Le point suivant, c'est une étude, une délibération de principe, pour réaliser une étude, un diagnostic social de territoire financé par la CAF, que nous conduirions avec les communautés de communes des Coteaux et Landes de Gascogne et du Pays de Duras pour la réalisation d'une convention globale territoriale. Donc c'est une étude qui permet de travailler sur les questions sociales de notre territoire et en particulier sur l'enfance et la parentalité. L'étude est financée à 80% par la CAF et le gros intérêt c'est que donc elle débouche sur cette convention globale territoriale qui nous permet d'aller chercher des financements de la CAF, notamment sur les sujets petite enfance. Alors c'est pas une compétence de la communauté de communes. Néanmoins, dans le cadre avec cette convention, on pourra aller chercher des financements très importants sur la petite enfance. Je pense notamment au dispositif micro-crèche. La CAF nous annonce quand même des taux d'intervention très élevés, à la fois en investissement et en fonctionnement sur ces micro-crèches, et nous dit qu'en plus, sur notre territoire, on manque de solutions d'accueil de la petite enfance. Donc, l'idée, c'est qu'avec cette étude, on est parti sur l'idée de dépenser entre 3 et 4 000 euros sur cette étude. Tout le reste serait financé par la CAF. Et derrière, ça ouvrirait les financements de la CAF pour les communes qui voudraient intervenir sur ces sujets. Voilà. Donc je crois que c'est quelque chose d'assez favorable pour le territoire. Et c'est comme ça, en tout cas, que l'a jugé le bureau communautaire. Est-ce que vous avez des questions ou des remarques sur ce sujet ? Pas d'intervention sur ce sujet. Écoutez, je passe aux voix. Donc la délibération de principe pour aller sur ce diagnostic, donc pour faire une consultation. Et puis, évidemment, on passera en délibération la réalisation de cette étude avec le choix du prestataire. On est d'accord là-dessus. Donc, qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. On passe aux délibérations. Oui, Jean-Noël. Une information, la commune de Miramont avait décidé de faire évoluer sa crèche et de passer justement en micro-crèche au 1er septembre 2021, puisque c'est vraiment plus les besoins de la commune. Mais à la demande de la CAF et durant justement le diagnostic, nous maintiendrons 20 places d'accueil jusqu'à la fin du diagnostic enfant-jeunesse pour, je reprends, ne pas pénaliser le territoire, je reprends les termes de la CAF. Donc voilà, c'était une information que je voulais vous donner. Daniel. Je pose la question, peut-être que tout le monde a la réponse. La différence entre une crèche et une micro-crèche, s'il te plaît. J'imagine, mais c'est le nombre d'enfants plus précisément. C'est voilà. ça, exactement. Une micro-crèche, ça va jusqu'à 10 enfants. On va demander moins de critères au niveau du personnel. Tu n'es pas obligé, par exemple, d'avoir une JE, c'est-à-dire une éducatrice jeune enfant comme directrice, alors qu'une crèche, c'est 20 enfants minimum, 24 comme Aimé par exemple, et tu dois avoir une directrice diplômée EJE. Donc ça fait des frais supplémentaires. Voilà, tout simplement. Marie. Et après, sinon, c'est on va dire la qualité de prestation
au niveau des familles est la même. Oui, moi j'ai une question. Apparemment, les places en crèche sont difficiles à trouver. Est-ce que, du coup, par rapport à l'offre et la demande, réduire un micro-crèche à 10 places, alors qu'il y a des parents qui, des fois, sont sur liste d'attente pendant longtemps? Je ne sais pas si c'est le cas à Miramont. C'est pas le cas, justement, voilà, sur Miramont. C'est la question que je posais. C'est aujourd'hui, ceux qui posent leurs demandes sont globalement acceptés. On n'est pas en situation tendue. Par contre, c'est peut-être pas le débat de maintenant, mais on voit bien que ça rend des services bien au-delà même de la communauté des communes. Puisqu'on a une convention avec VGA, mais il y a aussi des gens, par d'ailleurs, tout ça, qui viennent sur la crèche. Donc réduire à 10 places, ça ne pose pas de... Vu qu'aujourd'hui c'est un financement municipal exclusivement, c'est les besoins, aujourd'hui, c'est les besoins de la commune. Voilà, donc c'était la volonté de la commune d'adapter ces places à ses besoins. À la demande de la CAF, je le dis, c'est pour ça que le temps que cette étude soit réalisée, donc on va maintenir à 20 places pour la fin de l'année 2021 et l'année 2022. Voilà. Le but de cette étude, c'est de préciser les besoins en fait sur le territoire, parce que d'un côté la CAF nous dit vous êtes en déficit de place en petite enfance sur le territoire, mais la PMI du département, la protection maternelle et infantile, nous dit non, c'est pas vrai. En tout cas, elle le dit à certains assistants maternels qui veulent s'installer sur le territoire. Donc on a besoin d'être un peu plus précis sur ces sujets. Je t'ai vu Christelle, mais je crois qu'on a eu le même discours, en tout cas de la PMI auprès des assistantes maternelles. Donc l'idée c'est de favoriser la création de places d'accueil, que ce soit en assistante maternelle, mais que ce soit aussi en structure collective, c'est-à-dire en micro-crèche. Et avec la convention et la CAF, on peut aller chercher des financements sur ça si une commune a un projet dans ce domaine. Voilà. Christelle. Moi, ma question, du coup, ce serait que va-t-il advenir des conventions qui sont passées avec les communes? Les conventions sont toujours bien sûr les bienvenues, celles avec VGA, avec Perrières, avec Bourgougnac, puisque c'est deux communes associées. Ça donnera une priorité pour ses habitants, puisqu'il y aura toujours ce qu'on appelle des commissions d'attribution de places. Mais par exemple, c'est vrai que j'aurais pu le préciser, puisque la CAF nous demande, et la CAF va nous aider, hein, c'est pas non plus un geste qu'on fait. Donc du coup, il n'y aura pas de surtarification pour les non-miramontais à partir du 1er septembre 2021. Donc ça sera, on joue le jeu entre guillemets de l'intercommunalité. Par contre, tu fais bien de le dire Christelle, toutes les communes comme VGA, comme Perrières, comme Bourgougnac, qui sont conventionnés, qui participent au fonctionnement financier de la crèche, seront prioritaires, puisqu'il faut bien, à un moment donné, qu'on attribue des critères de place. Comme l'a bien dit Marie, il peut y avoir plus de demandes que d'offres. Donc oui, je ne sais pas si j'ai bien répondu à ta question. Si, ça répond à ma question. Parfait. Pas d'autres interventions sur ce sujet? Non. Très bien, je vous remercie. On passe à la culture et je laisse la parole à Cécile. Donc, au niveau des délibérations, je soumets à vous tous donc une demande de subvention pour les assos suivantes, à savoir Staccato. Donc, pour une subvention de 15 000 €, c'est une subvention au titre des encadrants et de l'investissement. C'est de l'achat de matériel de sono. Pour Harmonie Musique Lausanne, une subvention de 2 000 €, c'est toujours au titre des encadrants. Pour les clés à Miramont, une subvention de 3 000 €, c'est pareil, convention d'objet. Non, c'est une subvention au titre des encadrants et de l'achat de tableaux, de méthodes d'apprentissage. Pour Biblio Réseau, une subvention de 2 000 € pour l'organisation d'une manifestation et pour l'achat de petits matériels. Et pour l'école de musique du Pays de Lausanne, une subvention de 5 000 € au titre des encadrants et d'un projet de création d'un orchestre à l'école. Ça, ce sont donc
5 subventions demandées. Alors on y vient. Je termine par Bastidart. Donc, dans le cadre de Bastidart, la subvention qui est demandée est à hauteur de 18 500 €. Donc, c'est une convention d'objectifs sur 3 ans qui a été mise en place avec le département, avec la communauté, avec la commune de Miramont, et qui sera versée au prorata du nombre de jours effectués. Voilà. Donc, il y a eu un travail qui a été effectué au niveau de la mairie, au niveau de la communauté, tant avec les techniciens, voilà, et les partenaires et responsables. On a eu plusieurs rencontres dans ce sens-là, et on a considéré au niveau de la commune, de la communauté des communes, que la participation et ce qu'on demandait au niveau de Bastidart, c'était de participer au développement économique du territoire, d'accroître l'attractivité touristique du territoire, de favoriser les collaborations avec les associations de la communauté de communes et de permettre l'accessibilité de la population locale à une offre de culture de qualité, tout en facilitant la gestion des déchets et de limiter l'empreinte carbone. Voilà. Donc, il y a eu différentes rencontres avec, au niveau de tout ce qui est sécurité dans le cadre du Covid. Et il y aura une dernière commission donc, qui se fera, la date n'est pas fixée à ma connaissance, voilà, donc sur la mise en place d'un comité de pilotage technique sur la sécurité dans le cadre de Bastidart. Voilà, on leur demande de mettre en place une politique environnementale de gestion des déchets, de réduction de l'empreinte carbone avec la communauté des communes. Alors, après, je laisse... voilà. Alors, il y a plusieurs délibérations à prendre. Cécile a balayé tous les sujets. Donc, vous avez ces délibérations de subventions aux associations culturelles, à la fois pour de l'aide à l'encadrant, de l'investissement ou de l'organisation de manifestations, qui sont les 3 critères de subventionnement. Et vous avez en particulier cette convention Bastidart, qui est une subvention pour le festival, qui fait l'objet d'une convention particulière dont vous avez reçu le texte. Et qui voilà, fait l'objet d'un gros travail de préparation, comme l'a expliqué Cécile. On a, je crois, déjà eu l'occasion d'en parler. C'est une convention avec les différentes collectivités qui financent le festival, le département, la communauté de communes, la commune. La région viendra sans doute plus tard dans cette convention, mais en tout cas a suivi les discussions. Et l'idée, c'est de mettre en place des objectifs clairs, des conditions claires de relations entre les collectivités et l'association, un comité de pilotage politique, un comité de pilotage technique et sécurité, qui permettent de cadrer vraiment nos relations et faire en sorte que les objectifs qui sont fixés par nos territoires, nos collectivités, en particulier la communauté de communes, les objectifs qu'on a fixés, c'est le développement économique, c'est participer au développement touristique du territoire, c'est l'accessibilité des habitants au contenu du festival, et c'est, comme l'a dit Cécile aussi, l'impact environnemental, puisque, évidemment, il ne faut pas que ce soit générateur de trop de déchets. Quelque chose à rajouter, Jean-Noël, toi qui as aussi suivi ce travail de conventionnement avec l'association, je te laisse en parler un petit peu. Non, juste rajouter que du coup, on a obligé d'avoir 2 points minimum avec l'asso qui, ne serait-ce qu'en fin de festival, c'est-à-dire au mois de fin septembre, début octobre, qui vient rendre compte des actions et qu'on voit si ces actions ont bien répondu aux objectifs qu'on avait fixés. Et si ce n'est pas le cas, ça peut engendrer des baisses de subventions l'année d'après, et toujours sanctionner après, pas pendant, pour ne pas changer les règles du jeu. Et du coup, ils sauront, si jamais N-1, que la subvention elle aura baissé, et ils feront un festival N+1 avec les moyens qu'on leur donne, sans trop se projeter. Et le deuxième point qui est justement février-mars, où ils nous présentent leur projet assez en amont pour qu'on puisse cadrer les choses si besoin. Donc ça, c'est 2 choses obligatoires. Et puis ce fameux comité technique aussi, où là, on a associé gendarmerie, pompiers, SDIS, pour avoir quelque chose d'un peu plus carré, au-delà de l'aspect Covid, mais aussi sécuritaire, parce qu'il y avait des choses qui n'étaient pas
Voilà. Il y a là, bien sûr la sous-préfecture qui est dans la boucle et qui coordonne tout ça. Voilà. L'idée, c'était de mettre des garde-fous aussi dans l'exercice de ce festival, à la fois financier, en disant si vous ne remplissez pas les objectifs, vous ne serez pas financé à cette hauteur. Et puis des garde-fous techniques. Donc voilà les exigences aussi techniques et sécuritaires qu'on vous demande de respecter. C'est notamment aussi le cas, on n'en a pas parlé, des exigences sanitaires. Voilà. Dans le contexte actuel, c'est quelque chose d'important. Donc je reviens sur l'ensemble de cette subvention culture. Est-ce que vous avez des questions ou des remarques à faire? Daniel. Oui, moi je voudrais une précision, en tout cas qu'elle soit évoquée maintenant, là. Donc s'agissant du versement des subventions aux diverses associations, est-ce qu'on aura la certitude qu'elles seront versées en fonction donc des factures des encadrants, liés aux encadrants et aux investissements? Et est-ce que, si c'est le cas, est-ce qu'elles pourront être communiquées à la commission finance? Oui, c'est le cas. Voilà. Les subventions sont versées sur facture. Je ne sais pas s'il y a eu des réductions de financement sur la culture l'an dernier, en tout cas sur la manifestation, oui, mais peut-être pas sur ces subventions-là. Je sais que sur le sport, des clubs sportifs, parce qu'ils n'avaient pas d'encadrant, parce qu'ils n'ont pas réalisé les investissements, ont eu des subventions moindres l'an dernier. Donc ça, les choses sont très claires là-dessus. Et évidemment, la commission finance pourrait tout à fait observer ça. Il n'y a pas de problème là-dessus. Je te remercie. Cécile. Dans le cadre de la commission culture, moi j'ai eu accès à toutes les factures qui avaient été demandées pour les années précédentes. Donc j'avais une visibilité par rapport à ça. Voilà, de ce côté-là, il n'y a pas de souci. Claudine. En fin d'année, au niveau de la comptabilité, Sophie pourra vous faire un récapitulatif de ce qui a été fourni par association et ce qui a été versé. Non mais, très bien, parce qu'en fait, si j'interviens, c'est que par exemple pour Staccato, j'ai entendu il y a des investissements sonaux, on peut imaginer que l'année prochaine, il n'y aura pas d'investissements sonaux, et donc que la subvention sera moins élevée. Voilà. C'est possible. Jean-Paul. Est-ce que ça a déjà été fait ou est-ce qu'on peut savoir si on peut calculer les retombées économiques de Bastidar? Ça, c'est une bonne question. Je ne sais pas si le département, si Sébastien Durup nous a dit s'ils avaient une évaluation. Je ne suis pas certain qu'on ait ça aujourd'hui. Cécile, non, on n'a pas ça pour l'instant. Alors c'est peut-être à réfléchir. C'est vrai, c'est difficile à observer, mais oui, tout à fait. Germain, peut-être, peut nous dire en termes de tourisme, Alors, si on parle du tourisme global, en général, c'est simple. On applique un montant moyen de dépenses sur le territoire à un nombre de nuitées dépensées sur le territoire. Et donc, c'est comme ça qu'on est arrivé à peu près à déterminer l'impact financier, l'impact économique du tourisme sur le territoire. Par contre, sur le festival en lui-même, on n'a pas des indicateurs précis. En termes de déclaration, notamment sous préfecture, on est sur une jauge de 15 000 festivaliers, tout compris. C'est-à-dire 5 000 festivaliers sur les 15 000 festivaliers sur les 3 jours. Est-ce que ça peut donner une base? Je ne sais pas. Germain, je crois que c'est autour de 44 € le montant moyen de dépenses d'un touriste sur le Lot-et-Garonne. Oui, mais là, ce ne sont pas des touristes, c'est de la présence. Alors, Bastidar, les gens qui vont à Bastidar, je ne sais pas combien ils peuvent dépenser sur les soirées Bastidar. Si c'est 100 €, 20 € ou 40 €. On sait très bien que sur les soirées gourmandes, on arrive à peu près à avoir la consommation par personne. Mais là, sur Bastidar, moi, je n'ai aucune idée. Cette évaluation à 44 €, elle ne prend pas en compte que les dépenses sur le festival. Elle prend en compte les dépenses de restauration, de boissons et les nuitées aussi. Donc c'est pour ça que c'est quelque chose c'est un chiffre global. Alors si on applique à 15 000... Ça fait 660 000 €. Voilà. Si on applique ça à 15 000 festivaliers, même si évidemment il y a aussi des gens du territoire, mais qui consomment quand même pendant le festival. D'autres questions?
Alors sur ces subventions culture, Jean-Paul encore. Oui, sur l'école de musique du Pays de Lausanne, c'est celle qui est à Miramont. C'est ça? Combien il y a d'élèves? Cécile? 7 d'après... Bon. Oui, c'est peu, effectivement. Par rapport à la subvention. Oui, oui, c'est peu, effectivement. Par rapport aussi à l'investissement, peut-être. Non, l'aide à l'encadrant. Oui, ça c'est un sujet, je pense que la commission culture devrait se saisir, oui. Tout à fait. Prends le micro, Cécile, s'il te plaît. Je les rencontre très prochainement, justement, parce que bon, j'ai besoin d'aborder et leurs projets et leur voilà et le coût, voilà, même de leur cours en tant que tel. Parce qu'au-delà de ce qu'on donne, c'est aussi le coût par élève. Alors, si j'ai posé cette question, c'est que j'ai pas. Oui, je sais que c'est pas anodin. Hein. Non, non, mais c'est parce que j'ai pas les chiffres. Tu as raison de la poser, je la pose. Voilà, parce qu'à Lausanne, je pense que la cotisation est bien moindre qu'à Miramont, parce qu'on veut que ça reste très accessible. Et elles ont un problème justement avec les profs de musique. Et je pense qu'il y a plus d'une vingtaine d'élèves, et je vois qu'il n'y a que 2000 € de subvention. Alors j'aimerais que tu essaies de revoir, hein, de discuter avec ces présidents. Alors, après, l'aura de chaque structure n'est pas la même. C'est pour ça que je veux aussi l'aborder. On peut faire de la musique comme on peut faire de l'art, de manière associative, de manière ludique, sans vouloir avoir des prétentions de pouvoir mener des élèves à. Peut-être que l'école de Miramont a cette prétention de pouvoir mener des élèves à. J'ai pas de retour, enfin je ne sais pas. Actuellement, il y en a peut-être qui, voilà, sont peut-être dans des conservatoires divers et variés et que ça leur a ouvert les portes. Mais peut-être que l'école de Lausanne a peut-être aussi obtenu le même type de résultat. Voilà. Cécile. Donc tout ça, c'est un... Je ne sais pas qui me parle. Merci Cécile. Christelle? Il y avait en fait une école de musique qui était plus diplômante, plus précise au niveau des apprentissages, alors que l'autre était plus sur la découverte. Donc il y en avait une qui était plus professionnelle que l'autre. C'est ça qui justifie la différence de tarif. Ça, on est entièrement d'accord, Voilà. mais ça n'empêche pas que de l'amateur ou de la découverte peut amener au même résultat, quelquefois, que quelqu'un de très professionnel. Bon, et que cet élève, c'est pas... voilà, c'est... donc, il y a 4 professeurs. Eux aussi ont des difficultés aussi à en trouver. Voilà. Donc tout ça, ben, je les vois lundi prochain, donc je vais l'aborder. Merci Cécile. D'autres interventions sur ces subventions? Pas d'autres interventions. Donc normalement, on devrait prendre une délibération pour chaque subvention. Je vous propose de prendre une délibération globale sur l'ensemble de ces subventions et une délibération spécifique sur la convention avec Bastidar. Donc, sur les subventions culture aux associations, qui est contre? Qui s'abstient? Très bien, je vous remercie. Concernant la convention avec Bastidar, que vous avez reçue, pas de questions, pas d'intervention. Donc, qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. On avait un sujet aussi concernant la chantier jeune, dans le cadre de PIA Terrador, qui est reporté, très bien, qui est retiré et qui sera inscrit à l'ordre du jour du prochain conseil. Merci Cécile. On passe aux délibérations suivantes, donc concernant l'EPF Nouvelle-Aquitaine, avec la commune de Montignac de Lausanne. Vous savez que en fait, la communauté de communes doit être signataire de vos conventions entre communes et l'établissement public foncier de Nouvelle-Aquitaine pour que l'EPF puisse intervenir sur votre commune. On avait déjà pris une délibération similaire pour la commune de La Sauvetat-du-Drô. On doit prendre cette décision pour permettre à l'EPF d'intervenir sur la commune de Montignac de Lausanne. Et donc, c'est une convention qui n'a pas d'incidence financière pour la communauté de communes. Des questions sur ce sujet? Pas de questions, pas de remarques. Qui est contre? Qui s'abstient?
Je vous remercie. On passe donc à l'économie, l'agriculture et le tourisme, avec d'abord une délibération sur le projet de régime d'aide proposé par le département, Tremplin Tourisme. Jean-Noël, tu veux en parler ou je m'en occupe? Très bien, merci. Donc simplement, le département nous propose de mettre en place un régime commun d'aide destiné aux cafetiers restaurateurs pour les aider à investir notamment dans des équipements qui leur permettent de relancer leur activité suite à la crise sanitaire. Il se trouve que le département ne peut pas intervenir seul sur les questions touristiques. Il faut qu'il y ait une autre collectivité qui finance si le département veut intervenir financièrement. Donc le département s'est tourné vers les EPCI, vers nos communautés de communes, pour mettre en place un régime commun et pouvoir intervenir. Ce régime, il serait vraiment limité aux entreprises ayant un effectif de moins de 20 personnes, dont l'activité principale relève de la restauration, les cafetiers exerçant une activité touristique, les derniers commerces multiservices d'une commune exerçant une activité bar-restauration. Et seraient non éligibles les activités de plat emporté et de traiteur à titre principal. Alors, on a mené quand le département nous a proposé ça, il y a quelques mois, on a mené une petite enquête, on a fait du phoning, et on s'est rendu compte qu'il n'y avait que 3 ou 4 entreprises intéressées par un tel régime sur le territoire. C'est peu. Néanmoins, on considère que, même si c'est peu, ça peut aider ces entreprises parce que les niveaux d'intervention vont être relativement importants, puisque le département interviendrait à hauteur de 50% des dépenses éligibles, avec un montant maximal de subvention de 8 000 €. Et pour la communauté de communes, ce qui nous est proposé, c'est d'intervenir à hauteur de 25%, avec un montant maximal de subvention de 4 000 €. Donc vous voyez qu'on n'est pas sur des gros montants, mais sur des taux d'intervention assez importants. Et pour des petites structures, c'est quand même assez intéressant. Les travaux qui seraient éligibles, ce sont, en tout cas les dépenses qui seraient éligibles, ce seront les aménagements, agrandissements de terrasses extérieures, des systèmes d'aération et d'assainissement d'air, l'aménagement de sanitaires complémentaires, l'aménagement de points d'eau extérieurs et de services clientèle, bar, vente à emporter, les dispositifs fixes digitaux d'accueil, les aménagements spécifiques pour sécuriser la circulation au sein de l'établissement. Voilà, et le montant minimum des dépenses serait de 3 000 € et les factures devront être supérieures à 100 € hors taxe. Et la date d'éligibilité des dépenses serait fixée au 1er janvier 2021, donc avec une certaine rétroactivité, sachant que c'est un régime qui n'a pas vocation à perdurer dans le temps et qui se limiterait a priori aux exercices 2021 et 2022. Jean-Paul, je te vois prendre le micro, je t'en prie. Est-ce que les créations de commerces sont éligibles dans ce programme? Bonne question, je ne suis pas certain. L'idée, ce n'est pas de subventionner l'investissement de départ, c'est l'amélioration, je crois, de l'existant des établissements. Annie, tu veux nous préciser ça? Je pense que ce qui concerne les créations, il vaut mieux orienter les entreprises vers l'initiative Garonne. Ça, c'est la première chose. Et ensuite, là, tous les dossiers seront soumis à l'examen préalable des chambres consulaires. Donc, il y aura 2 codes NAF qui seront retenus. Voilà. Jean-Paul, tu parles de l'initiative de la commune sur le Lion d'Or, c'est ça? Après, la commune n'est pas une entreprise, donc les investissements que ferait la commune sur le bâti ne seraient pas éligibles. Après, s'il y a une entreprise, la question de savoir quand elle prend possession des lieux et à partir de quand elle peut bénéficier d'un tel régime se posera. Alors, oui, je pense que si vous avez des projets, vous nous les envoyez, on fait vite remonter aux responsables départementaux et du CDT et on aura vite une réaction aussi des consulaires et tout ça. Voilà. Germain? Oui, j'avais posé la question à notre directeur du tourisme et il m'a répondu que le tremplin tourisme, ce dispositif de relance est axé sur la réalisation d'investissements immobiliers de sécurisation directement liés
aux obligations sanitaires qui font désormais partie intégrante du processus d'accueil de la clientèle. Couverture d'une terrasse pour augmenter la superficie d'un restaurant, assainissement de l'air, sanitaire supplémentaire, cloisonnement pour séparer les groupes. C'est ça. C'est à peu près tout ça. Voilà. Merci Germaine d'avoir confirmé. D'autres questions sur ce sujet? Bon, comme je vous dis, l'intérêt, c'est vraiment voilà, d'aider les 3 ou 4 entreprises qui veulent investir dans leur établissement. Ça ne fera pas des montants d'intervention très élevés pour la communauté, mais ça permettra à ces quelques établissements qui sont quand même vitaux pour nos petits territoires ruraux. On n'a pas beaucoup des hôtels, des restaurants et des cafetiers sur le territoire. Je pense qu'il faut les aider et c'est l'occasion de les aider. Est-ce que vous avez des questions ou des remarques à faire? Pas d'autres interventions sur ce sujet? Très bien. Merci Jean-Paul et Germain pour vos interventions. Donc je passe aux voix. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Quelques informations à vous donner. Jean-Noël, je te laisse la main. Et alors, par rapport à la lutte contre les ragondins, donc on vous avait demandé d'informer et on a fait le recensement donc, des piégeurs. Donc à ce jour, on a 41 piégeurs qui ont été recensés. Je vais vous faire le détail par commune. Donc Agnac 3, Armillac 1, Bourgougnac 5, La Perche 2, Lauzun 7, Lavergne 2, Miramont 5, Montignac-Toupinerie 1, Moustier 1, Perrières 4, Puy-Rampion 4, Romagne 3, Saint-Colomb 1 et Saint-Pardoux 2. Donc ces 41 piégeurs qui nous ont été remontés par vous sont invités à participer lundi soir ici même à une réunion où on va travailler ensemble pour vraiment mailler tout le côté versant d'Ourdaine et pas que, et voir comment on peut indemniser tous ces piégeurs via l'associatif, donc, et voir ceux aussi qui n'ont pas aujourd'hui l'habilitation ou l'agrément piégeur, comment ils peuvent l'obtenir pour qu'on ait vraiment un réseau important et qui travaille à l'unisson, j'ai envie de dire, contre ces nuisibles. Donc ça, on pourra en parler un peu mieux au prochain conseil communautaire. Et je pense qu'il faudra qu'on vote, là, je pense à la commission finance, une enveloppe pour ces indemnisations. Ensuite, l'aide aux agriculteurs des GIA, on a déjà fait le débat, mais peut-être que tu as des infos supplémentaires. J'ai des infos complémentaires à vous donner sur ce sujet. On avait parlé au dernier conseil communautaire. On avait envoyé une note au sous-préfet sur cette problématique, sur les différentes réponses qu'on avait eues de la région. Et donc, on a demandé au sous-préfet de nous préciser la doctrine, en tout cas la position de l'État sur ce sujet, pour être clair avec les agriculteurs qui demandent une aide en plus de la DGA. On a reçu une réponse du sous-préfet récemment qui nous dit la chose suivante. D'une part, seule la région peut verser une aide dans le domaine agricole, mais elle peut autoriser une autre collectivité à le faire par voie de convention. C'est la fameuse convention SRDE2I qui nous permet d'intervenir dans les champs agricoles et économie. Donc depuis 2 ans, ce qu'on a appris avec cette communication, c'est que depuis 2 ans, la région exclut la possibilité pour les EPCI de faire de l'aide à l'installation en agriculture pour toutes les nouvelles conventions qui sont signées. Or, nous, notre convention, elle a été signée le 17 décembre 2020. Donc, en gros, ceux qui sont passés avant ont la possibilité, dans le cadre de la convention et la région, d'intervenir sur l'installation agricole. Nous, la doctrine de la région a changé, donc ce n'est pas inscrit dans notre convention. Le motif qui est invoqué, c'est éviter les problèmes liés au cumul d'aides, notamment la question des contrôles croisés. Et donc, ce qui fait que les autres EPCI continuent pour l'instant d'intervenir, mais dans l'avenir ne pourront plus intervenir quand les conventions arriveront à échéance. Donc, ce qui nous est suggéré, c'est d'explorer d'autres pistes juridiques pour pouvoir intervenir, notamment le régime des aides de minimis.
Donc on ne va pas aller en tout cas plus loin sur ce sujet pour le moment. Ce qu'on va faire, c'est essayer d'expertiser ça et peut-être demander à la personne, à l'agent fonctionnaire qui a rédigé, qui a en tout cas accompagné le sous-préfet sur ce sujet, de nous donner peut-être plus de précisions sur les aides, en tout cas les possibilités juridiques qu'on aurait d'aller subventionner de l'aide à l'installation, parce que visiblement du côté de la région, et via le conventionnement de la région, ce ne sera pas possible. Et d'ailleurs, on a appris aussi hier ou aujourd'hui que la région va enfin nous faire une réponse officielle sur ce sujet pour qu'on ait des éléments précis. Voilà ce que j'avais à vous dire sur cette question de l'aide cumulée avec la DJA. Jean-Noël, je te redonne la parole. Ok, merci. Donc à suivre. Dossier Ogmax, donc on avait, donc vous savez, c'est les aides qui sont octroyées aux entreprises au niveau de V3G. Donc il y avait 8 dossiers, on en avait un de notre territoire. Il s'agissait d'un garage Miramonté. Donc le projet, c'était remplacer les meubles d'accueil de vente, changer le carrelage, refaire la peinture, remplacer les luminaires à l'intérieur, installer une climatisation, changer le système de géométrie qui était obsolète, un nouveau pont, un banc de géométrie, remplacer les enseignes. Donc voilà, c'est un budget total, un plan de financement de 61 974 €. Et l'OCMAX a attribué une subvention de 15 493 €. Donc voilà. Donc je vous redis, il y a encore du budget. N'hésitez pas à envoyer des entreprises de vos communes pour qu'on puisse les aider avec les chambres consulaires à pouvoir obtenir ces aides pour faire évoluer leur entreprise et se moderniser. Donc voilà. Le dernier point qu'il fallait qu'on voit ensemble, c'est le projet Véloroute. Donc vous savez que le département a mis en place des véloroutes et nous, celle qui nous concerne, c'est la véloroute Vallée du Drô. Donc ce matin, on avait réuni les membres du département en charge de ça, du tourisme, et puis on avait notre petite équipe à nous, c'est-à-dire Nicolas Gris, Joël Rivier pour le tourisme, et puis... Pardon ? Il y avait le département, oui, pardon, je ne l'ai pas dit. Et puis Annie et bien sûr Patrice Stampetta qui pour notre voirie. Donc on a, je crois qu'avec Michel Barjou, ils ont imaginé 2 boucles dédiées. L'idée c'est que tout ce flux qui sont sur la véloroute, tous ces randonneurs, comment on peut les faire venir sur notre territoire et créer une boucle. Donc ils ont créé 2 boucles. Une qui commence, une de 51 km et une autre de 38 km. Celle de 51, elle commence à Almans, elle passe à Puce-Rampion, à Miramont, à La Vergne, à Montignac-de-Lauzun, à Saint-Colomb et à Lauzun. Et elle remonte et elle reprend la véloroute à Kessel. Tout le monde voit à peu près où c'est. La plus petite, elle commence à La Sauvetat, elle passe par Agnac, Bourgougnac, Lauzun et Kessel. Donc l'idée, et ce qu'il faut qu'on mette en place, c'est tout le panotage pour que tous ces gens se reconnaissent. Alors on est les premiers du département, donc du coup on serait la voie 1 et la voie 2. On est un peu voilà, on est un peu innovant, enfin on est dans les premiers. Par contre, il faut savoir que ça aura un coût. Donc là, aujourd'hui, ce qui a été décidé, c'est que Nicolas doit faire le tracé avec, reconnaître le tracé avec la personne du département dont j'ai oublié son nom. Bon, bref, d'ici fin juin, on aura un état des lieux réel, le nombre de panneaux qu'il nous faudra. Ensuite, c'est Patrice Tampetta qui prendra la main et qui fera faire tous les devis. Voilà. On vous présentera le coût, on verra s'il faut le faire en une fois, si c'est 2021 une DM ou si c'est carrément dans le budget 2022. Et ensuite, il y aura la partie financement, installation. Et là où l'OTPL prend le relais, c'est toute la partie communication. Et ensuite, entre guillemets, peut-être commercialisation de petites d'après-midi, de packs, entre guillemets, avec les gens sur lesquels les boucles seront dédiées, où on pourra vendre des prestations, des choses à la ferme. Enfin bon, il y a plein de choses qu'on pourra imaginer derrière. Donc voilà, mais on aura le temps d'en reparler. Des interventions sur ces différents sujets? Non, pas d'intervention.
Très bien, nous passons à la voirie. Merci Jean-Noël. Nous passons à la voirie espace vert avec une première délibération, enfin une délibération qui est le vote du budget annexe prestations voirie aux communes. Et là, je laisse Claudine prendre la parole sur ce sujet. Oui, mais comme il vous a été présenté, c'était le 31 mars, lors du vote du budget principal, on vous avait annoncé qu'il y aurait un budget annexe pour les travaux payants de la voirie, qui donc maintenant a été finalisé, avec une proposition en recette de 50 000 € de travaux, et en dépenses, puisqu'il faut bien sûr l'équilibrer, une charge de personnel de 49 000 €, c'est-à-dire que nous allons transférer du personnel du budget principal sur ce budget, et aussi des charges à caractère général, 1 000 €, ça c'est pour ouvrir un chapitre au cas où. Voilà, c'est tout simplement 50 000 € de dépenses et 50 000 € de recettes. Notez que les matériaux ne sont pas inscrits dans le budget et qui Non. sont toujours facturés à part aux communes. Parce qu'on en a parlé en bureau et Voilà. ce budget va évoluer dans le temps. C'est le premier et dans le temps ça va évoluer. Pour l'instant, apparemment, les matériaux restent comme ça pour cette année. L'année prochaine, nous verrons, puisqu'on avait parlé avec le trésorier et à partir du moment où on a un budget, pour lui, ça devrait être dedans. Voilà. Des questions sur ce sujet? Des remarques? Pas d'intervention? Donc je vous propose de délibérer pour créer ce budget annexe. Donc qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Jean-Marie, je te laisse la parole pour les informations sur la commission voirie. Bon, mais pour la commission voirie, il n'y a pas grand-chose de nouveau. Le fauchage du premier tour est terminé. Ils sont repartis de faire les dégagements de sécurité. Ils sont sur le secteur, je pense, de Almans puis Rampion. Ils montent là-bas. Ouais, voilà, dans ce coin-là. Après, pour les préparations d'enduit pour l'année 2021, on pense avoir fini au 15 juin. Voilà. Et après, on a déjà commencé quelques travaux communes payants. Donc, on a commencé la chapelle, on a commencé Ségalas, on a fait la chapelle, on a fait Ségalas, et là, on est à Miramont de Guyenne. Voilà. Donc, on a pas mal de travaux de pelle mécanique. Par contre, on a lancé une enquête pour savoir combien on aurait de fauchage, parce qu'on voudrait savoir combien les gens veulent le faire faucher. Et ce que je peux vous dire, si vous voulez faire du goudronnage, il se peut qu'en septembre, on ait de la place pour faire du goudronnage de place ou de cours d'école ou de choses comme ça. Voilà. Donc, pour la voirie, ça avance. Pour les espaces verts, les 2 agents suffisent, parce que j'ai leur planning là sous les yeux. Les 2 agents suffisent entre le hameau, la maison à la maison de santé à Miramont, les stades et tout. Ils arrivent à tout faire, à tous les 2, largement dans la semaine. Et des fois même, on les met, on les ajoute au service voirie. Voilà. Quand on a besoin d'eux dans une équipe, des fois on les intègre. Donc, voilà où on en est pour le service voirie. Si vous avez des questions, vous les posez. Bon, je sais, il y a quelques points particuliers, mais que j'ai vu avec des maires, comme à Saint-Pardoux, je ne vais pas revenir dessus. Voilà. Donc, Patrice est toujours disponible et moi aussi. Voilà. Merci Jean-Marie. Des questions, des remarques sur ces différents sujets voirie? Pas Si, Bernard. Il n'y a pas un micro à proximité? Si, Germain. Allez, faites-lui passer le micro. Oui, juste une question au niveau des sépareurs. On a un tarif, je crois, qui est de 29 € de l'heure pour les pareurs de travaux communes. Et là-dessus, je crois qu'il faut rajouter le salaire de l'ouvrier. Ça fait 50 €, je crois, qu'on avait compté. Combien? 52 €, oh, voilà. Est-ce que vous n'avez pas peur que certaines communes vont avoir accès à des entrepreneurs plutôt que des travaux à la voirie?
si, mais c'est une question. Vous êtes presque au-dessus des tarifs. Non, c'est pas vrai. Moi, je fais travailler. Mais tu dis n'importe quoi parce que moi, je fais travailler. Comment ça s'appelle je fais travailler l'entreprise, la voirie, et là, l'entrepreneur, le petit qui est de chez vous, de Ségalas, là, il prend 65 € hors taxe de l'heure. Donc, on n'est quand même pas au-dessus des entreprises privées. Après que la commune veuille faire travailler une entreprise privée de chez elle, même si elle prend un peu plus cher, ça peut se comprendre. Mais on est quand même loin d'être des tarifs au-dessus des entreprises de travaux agricoles. Ça, c'est pas vrai, parce que moi, je les fais travailler, et je peux te dire qu'on est loin des entreprises de travaux agricoles. Voilà. Le problème qu'il y a, c'est qu'on a fait un emprunt sur les machines, et là, on paye aussi le salaire de l'ouvrier, quoi. Alors, la communauté va payer le salaire de l'ouvrier, mais va être remboursée par la commune. Donc, il faudra arriver à la commune. La communauté. Non, mais on fait ces travaux, d'habitude on les faisait gratuitement. On avait décidé de les faire payer. Bon, tout le monde, j'ai quelques maires, notamment Jacques qui m'a dit, moi, je vais faire travailler parce que j'ai quelqu'un sur la commune qui est une entreprise, même s'il y a un peu de différence, mais ça je le comprends. Chacun fait comme il veut, mais après, si tu veux, on avait décidé, c'était pour rentrer un peu d'argent, c'était pour rentrer de l'argent au niveau des, comment ça s'appelle, même de la pelle mécanique. Ça, la pelle mécanique, ça a l'air d'intéresser pas mal de gens pour faire des parkings et tout ça. Voilà. Donc, moi, je pense que les autres, on s'est basé parce que le prix qu'on a pris, c'est le prix un des moins chers de toutes les communautés qu'il y a autour, parce qu'on a pris quand même les tarifs de Duras, des Landes de Gascogne, de partout. On n'a pas quand même fait n'importe quoi. La commission voirie a essayé d'écouter. On n'a pas dit on met ce prix-là. Alors que c'est un prix qui est un des moins chers des communes qu'il y a autour, des communautés qu'il y a autour. Voilà. Oui, voilà. La journée de l'ouvrier, c'est la commune qui le paye, quoi. Mais oui, mais il va travailler. Il va pas travailler pour les voies que vous avez mis à disposition, il faut être bien d'accord. Vous le prenez pour les chemins ruraux dont la commune a la charge. Quand ils vont faucher les voies communales, ils seront toujours payés par le syndicat, par la communauté de communes. Et ça, c'est en plus des travaux, c'était des travaux qu'on faisait autrefois gratuitement, qu'on appelait les 10% et tout ça. Voilà. Mais voilà, mais je pense que ça a été discuté et accepté par une grande majorité. Donc voilà. Mais autrement, en question de prix, ça, il ne faut pas dire qu'on est les plus chers, parce qu'on s'est basé, on avait donné les prix de toutes les communautés, et on a essayé d'être un peu les moins chers. Voilà. Il vaut mieux. Bien, pas d'autres interventions? Si, alors, Guillaume et après Jean-Claude. Juste une question technique. Est-ce que vous avez un kit bois avec les pareuses? Parce que des fois, dans les chemins, on se retrouve avec des trop grosses, parce qu'on fait toujours à peu près le même calibrage. Et des fois, il faudrait taper un petit peu plus. Donc, il faudrait un kit bois un peu plus gros pour ne pas casser le matériel. Et ça serait pas mal. Je sais que chez certains privés, ils l'ont. Ça va pas mal. Bon, moi, j'avais parlé de lamier. Bon. Nous, peut-être, nous, à la commune, je sais qu'on prendra quelqu'un qui fait du lamier, mais des fois, une épareuse juste avec un kit bois, ça suffirait. Et ça se met, ça s'enlève. Voilà, est-ce que... Voilà. Alors, pour l'instant, il faudra qu'on en parle à la prochaine commission. C'est vrai tu m'en avais un peu parlé, hein, c'est vrai. Effectivement, pour l'instant, moi, ce qui se passe, c'est que souvent, les gens, qu'est-ce qu'on fait? Quand on passe presque tous les ans, c'est pas du gros bois et ça va très vite. Voilà. Quand on arrive dans des endroits où il faut vraiment, moi je prends le petit Mourguet de Sérignan, je sais pas où là, qui a des machines à bois. Voilà. Donc je pense peut-être que si un jour on veut taper plus gros, il faudra qu'on ait un matériel et après il faut savoir autre chose, c'est que avec l'écologie, il est de plus en plus demandé de faire du lamier, parce que je peux vous dire qu'il y a certaines routes où il y a des gens qui, notamment sur le département, qui nous interdisent de toucher une branche avec un panier d'épareuses, parce que ça déchiquette et tout ça. Donc, avec les nouvelles lois, je pense que le lamier aura beaucoup d'avenir. Voilà.
Oui, moi juste une question, ça n'a rien à voir avec ça, c'est au sujet des investissements qu'on doit faire. On avait demandé des devis pour savoir où ça allait avec le matériel qu'on doit acheter, et c'est juste ça que je voulais savoir. Alors, la conciliation n'est pas lancée parce que le marché n'est pas fait. Et si tu veux, il faut qu'on fasse le marché. La comptable est là. Je pense qu'elle finit d'arriver. Où elle est par là. Voilà. Elle finit d'arriver, on la laisse. Et on va lancer le marché. Mais pour l'instant, on tourne avec nos épareuses. Il faut savoir qu'on tourne avec les épareuses que l'on a. Et je pense que le temps que le marché se lance et soit opérationnel, on n'aura pas les machines avant la fin de l'année, quoi. Guerre avant la fin de l'année. Le tracteur qui avait un problème de boîte à vitesse, là. Bon, il marche toujours ou il est au... Bon, je vais pas te dire qu'il est réparé, mais je vais te dire qu'il marche toujours. Voilà, on s'en sert tout le temps, on marche encore avec, et il fauche comme les autres. Bon, il y a une vitesse qu'on ne peut pas passer. Voilà. Pas d'autres interventions sur la voirie? Très bien, merci Jean-Marie. On passe à Habitat, Mobilité, Urbanisme. Donc Jean-Luc Gardot, malheureusement, ne peut pas être avec nous. On avait quand même 2 délibérations à prendre. D'une part, la fixation des cautions et conditions de prêt de matériel de la communauté, et notamment l'autorisation pour moi de signer les conventions de mise à disposition de ce matériel. Vous avez dans votre dossier la convention, et vous l'avez reçue normalement également, la convention de mise à disposition du matériel. Bon, je crois qu'on en a assez parlé aussi de ce sujet. L'idée, c'est aussi de mettre des garde-fous qui n'existent pas aujourd'hui sur le prêt de matériel, parce qu'on a du matériel qui revient sale, qui revient dégradé, des cautions à la fin, et on a voilà, des garde-fous en termes de responsabilité aussi, d'assurance, le fait de faire marcher l'assurance de l'association ou de la commune s'il y a des dégradations ou des disparitions de matériel. Tout ça fait l'objet de cette convention. Je pense qu'elle a été très bien travaillée et qu'elle va nous permettre de cadrer ces prêts de matériel. Est-ce que vous avez des questions? Jacques, prends un micro s'il te plaît, il n'y a pas un micro à proximité? S'il vous plaît, autour de vous. Allez, on laisse Sébastien faire son jogging. Merci Sébastien. Oui, juste une question. Pour le démontage des chapiteaux, devra se faire en présence de l'agent technique. Est-ce qu'il sera payant ou est-ce qu'il sera... Non, l'idée, c'est pas de faire payer la présence de l'agent. Par contre, l'agent est présent pour assurer la sécurité du montage et du démontage. Et surtout, au démontage, ça permet de faire l'état des lieux des barnums. Parce que quand ils reviennent démonter, on ne peut pas savoir s'ils sont dégradés ou pas, en fait. Voilà. Donc la présence de l'agent permet de cadrer ça. D'autres questions? Daniel? Je m'excuse, Émilien, mais c'est juste une précision. Le démontage du chapiteau ne sera pas payant, donc. Parce que je vois, j'ai un tableau avec des tarifs. C'est des cautions. Ah, c'est les cautions. Pardonnez-moi. Oui. Pardonnez-moi. Pardonnez-moi. Autant pour moi. Pardon. Pas d'autres interventions? Si, Luc. Le micro arrive bientôt. Oui, j'avais une question. La première, on vient d'y répondre, puisque justement, on avait en commission travaillé là-dessus, avec la problématique justement de la responsabilité pour le montage du chapiteau, puisqu'il faut des agréments. Et dans les premières versions, on avait tendance à transférer aux associations, par exemple utilisatrices, et on s'est dit non, il faut qu'on garde cette responsabilité-là. Donc par rapport à la lecture de l'article 4, sur le demandeur s'engage à fournir une équipe de montage composée de minimum de 4 personnes. C'est vrai que ça laissait un petit peu flou, donc j'avais posé la question, mais là on vient d'y répondre, donc celle-ci est claire pour moi. Oui. Je ne comprends pas trop. Il n'y aura qu'un gars pour monter. Il y aura pas, le gars, il ne montera pas tout seul et il ne montera pas tout seul. Et c'est bien comme ça que c'est entendu. Non, bien sûr, il faut qu'il y ait une équipe de montage avec. Voilà. Bien sûr. Voilà. Mais l'agent de la communauté est là pour superviser. Il y a un agent qui est là pour superviser, mais les assos devront donner du personnel.
Voilà, donc ça c'était le principe de garder d'un point de vue sécuritaire pour l'ouvrage, le chapiteau lui-même et la sécurité des personnes, de garder quand même ça, puisqu'il faut les agréments. Ça c'est donc la première question, c'était donc validé. La deuxième justement, c'est parce qu'on a travaillé sur le principe des cautions, il en est sorti cette liste-là. La seule question que je me posais, c'était par rapport aux scènes qui apparaissent à 200 €, on va dire la demi-scène, si je dis bien. S'agit-il des scènes dont on parlait, où il semblait justement qu'elles étaient toutes hors normes? Alors ça, c'est une question on a prévu de faire passer notre entreprise qui fait la vérification et vous connaissez ces équipes, ces entreprises qui font le contrôle, voilà, le contrôle des matériels, pour vérifier si certains, il n'y a pas que les scènes d'ailleurs à regarder, il y a aussi les gradins, il y a aussi les compteurs forains. Qui nous permet, enfin voilà, on va d'abord faire passer un contrôle sur ces équipements avant de les louer. Voilà. Les scènes sont dans la grille, mais si elles ne sont pas conformes, évidemment qu'elles ne seront plus louées. Très bien, je suis satisfait de la réponse. Merci. Merci Luc. Après, le but c'est quand même qu'on ait du matériel aux normes, mais évidemment, s'il y a des réparations ou de l'amélioration des équipements à faire pour qu'ils soient aux normes, on essaiera de les faire parce que par exemple les scènes, ça sert beaucoup sur nos différentes animations de l'été. C'est bon? Merci. Pas d'autres interventions sur cette convention? Très bien. Donc je passe aux voix. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Point suivant, une demande de subvention au département pour l'aménagement d'un local archive. On est en train de réaménager le local archive de la communauté. Ça passe notamment par l'achat de rayonnage à hauteur de 3 500 €. Le département a un régime d'aide sur ce thème qui permet d'aller chercher 40% du montant hors taxe. Donc je vous propose simplement de délibérer pour demander la subvention du département sur cette opération. Des questions sur ce sujet? Pas de questions, pas d'intervention. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Les informations qu'on avait à vous donner, c'est un point sur les PLU groupés. Bon, je laisserai Jean-Luc faire un point sans doute à la prochaine réunion, mais comme vous le savez, il y a une réunion avec la DT le 4 mai et plusieurs groupes sont en train de se former pour la réalisation de PLU groupés. Simplement vous dire que pour la réalisation des travaux d'accessibilité dans les bâtiments communautaires, il a été, en tout cas il vous est proposé de passer sur 2 tranches, puisqu'on en avait parlé ici. La DETR qu'on avait demandé à 40% finalement ne sera que de 20%, et donc pour ne pas trop alourdir le budget, on passerait sur une opération en 2 tranches, une cette année et une l'année prochaine. Voilà. Pas d'intervention, pas de questions sur ces 2 sujets? Très bien, je vous remercie. Je passe à l'environnement où je dois là aussi suppléer notre vice-président Jean-Pierre Barjou, qui est absent également. Donc, 2 délibérations à prendre sur l'environnement. D'abord, une délibération pour les tarifs de mise à disposition des composteurs et de leurs accessoires aux habitants du territoire. Donc c'est un sujet qui a été vu en commission, et donc la proposition de la commission en termes de tarifs, c'est 25 € pour un composteur en plastique, 35 € pour un composteur en bois et 45 € pour un composteur de 600 litres. Voilà. Et chacun avec son bioseau. Des questions sur ce sujet? Des interventions, des remarques? Pas d'intervention. Très bien, je passe aux voix ces tarifs. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. La délibération suivante, elle concerne le lancement d'un marché pour l'externalisation de la collecte des déchets. Alors, je crois que là aussi, c'est un sujet dont on a beaucoup parlé jusqu'à présent. On l'a évoqué à plusieurs reprises au cours des mois précédents. Et c'est une réflexion qu'on a au regard à la fois des investissements à réaliser dans l'équipement et le renouvellement des matériels, mais aussi dans la complexité de gestion de ce service, notamment au vu de la mise en place de la tarification incitative. Donc Jean-Pierre Barjou et le service ont beaucoup travaillé sur ce projet,
et l'externalisation, a priori, pourrait être viable financièrement. Et pour cela, il faut qu'on lance un marché qui peut être infructueux si les tarifs qui nous sont annoncés sont trop élevés. Donc, l'idée, c'est de travailler sur l'externalisation, sur le porte-à-porte, la collecte en porte-à-porte, mais sachez aussi qu'il y a une réflexion qui est menée en même temps sur certains centres-bourgs où le ramassage en porte-à-porte par bac pose difficulté. Et donc, ça fera partie des éléments aussi du marché qu'on déterminera avant de lancer le marché. Voilà, donc ce qui vous est proposé, c'est de lancer la consultation dès le mois de juin pour mettre en place le nouveau service à la fin de l'année. Et si le marché est infructueux, ça nous laisse le temps de réorganiser le service et aussi d'acquérir sur le prochain exercice les équipements nécessaires au maintien en régie. Daniel. Moi, je suis OK, je suis d'accord. En revanche, par contre, par rapport à ce que tu viens de dire, il faudra en discuter sereinement, parce que c'est vrai que tout le monde n'est pas encore au porte-à-porte. Toutes les communes doivent y passer, et effectivement, c'est bien ce que tu as dit, les centres-bourgs s'interrogent pour repasser un apport collectif. Et donc, j'imagine, ça va avoir un coût, parce que donc, il y a pas mal de questions. C'est pour ça, le porte-à-porte est privilégié, de toute façon, c'est la règle sur tout le territoire. Par contre, sur certains centres-bourgs, c'est le cas de Miramont, c'est le cas de Lausanne aussi, il y a la difficulté de l'habitat qui n'a pas la possibilité de ranger son conteneur, en fait. L'habitat vertical, l'habitat qui n'a pas de... Voilà. Donc, en gros, la question se pose d'avoir du porte-à-porte en conteneur sur ces zones. L'hypothèse qui était privilégiée jusqu'à présent, c'était de faire du sac prépayé sur ces zones agglomérées. La question se pose peut-être d'avoir d'autres systèmes parce qu'il est possible que le sac prépayé ne marche pas. C'est-à-dire qu'on ait des personnes qui ne respectent pas, en gros, l'achat de sacs et qu'en gros, on se retrouve en plus avec des sacs dans la rue. Voilà. Donc, ce qu'on envisage de faire, c'est d'avoir une partie de l'étude qu'on avait sur les biodéchets, qu'on ait une partie de cette étude qui soit consacrée finalement à trouver des solutions peut-être annexes sur les centres-bourgs. Néanmoins, il n'y a aucune décision de prise. Fait partie de la réflexion globale qui est menée, mais simplement en fonction de ce qu'on décidera de faire ici, ça influera évidemment sur le marché d'externalisation. Jusqu'à ce jour, ça marchait en porte-à-porte, on est bien d'accord. Est-ce que la question qui se pose, c'est qu'avec la TOMI, on va passer à un ramassage bimensuel, ce sera plus hebdomadaire. C'est peut-être ça, non, la question. Voilà. Il y a ça, et puis il y a aussi la problématique des camions qui, dans les rues, il y a une semaine sur deux, on nous dit la rue machin, elle n'a pas été ramassée parce qu'il y avait une voiture qui gênait. Voilà. Il y a toujours cette problématique, et par contre, tu fais bien de dire, oui, qu'une fois tous les 15 jours, ça va poser des problèmes, des nuisances dans le centre-ville. Je ne veux pas retourner le couteau dans la plaie, mais on était à 3 ramassages par semaine il n'y a pas si longtemps que ça. Aujourd'hui, on nous annonce une semaine sur 2. C'est un ramassage. Donc l'idée d'avoir... c'est dans pas mal de communes où c'est comme ça, les fosses enterrées, et puis sans aller chercher bien loin. Donc il y a moins cette nuance. Après, les gens doivent faire l'effort d'amener. Mais là, par exemple, c'est pas pour que tout Miramont redevienne comme ça, mais au moins le centre, l'intérieur des boulevards, tout simplement. Et je sais que Jean-Pierre a cette problématique aussi dans le cœur de ville de Lausanne. Sans compter qu'il y a un gros travail qui est fait par l'OTPL, notamment, là, je parle au moins pour la Bastide de Miramont, où ils remettent en place le circuit des ruelles, il y a de l'animation. Quand vous avez des containers dans toutes les ruelles, il y a aussi l'aspect visuel qui est pas terrible. Donc, et si on veut développer le tourisme pareil à Lausanne, on peut penser que
tous ces containers noirs, jaunes, qui dans les ruelles, bon, c'est pas... Et malheureusement, les gens ne peuvent pas les rentrer parce qu'ils n'ont pas la place, ou si c'est des gens âgés, ne peuvent pas les rentrer, même que physiquement. Jean-Pierre menait des discussions sur ce sujet. Je crois que voilà, l'idée, c'est pas d'alourdir non plus la facture pour la communauté, parce qu'on sait très bien le coût d'une colonne enterrée, voilà, avec un système de badge. C'est pour ça, notamment pour ça, qu'on n'était pas parti sur ce système sur l'ensemble du territoire. Donc voilà, si on doit trouver des solutions spécifiques à des centres-bourgs, ça ne sera pas à des coûts mirobolants, quoi. Que les choses soient très claires. Il faut que ça se fasse sur les budgets qu'on a déterminés. Et c'est pour ça qu'en gros, on va étudier ce sujet. Et en fonction des choix qui seront faits, voilà, tout ça sera aussi dans